dans ce cycle qu'on a commencé il y a 3 semaines. Je ne vois pas Flavie. Il faudrait que tu parles, Flavie, pour qu'on te voit. Je suis là. Voilà. On va juste avant de rentrer dans les œuvres, dans l'œuvre, on va juste parler un peu de toi, de ta biographie. Donc, tu es né en 1988. Oui. Flavie LT, c'est une abréviation, c'est un nom d'artiste. Vous voulez? Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour couper vos micros. Flavie, tu peux reparler. Oui. Me revoilà. Non, c'est un exercice un peu particulier. Donc, LT, c'est des abréviations de ton double nom, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est donc Lebrun-Taugourdeau, mon nom civil, et elle pointait mon nom d'artiste. C'est une sorte de réduction, de contenir l'ensemble qui est long et compliqué. Donc, revenons un peu sur ton parcours. Tu as commencé tes études à l'école Boulle, ce qui n'est pas commun pour des artistes plasticiens. Oui, tout à fait. J'ai fait un DMA, un diplôme des métiers d'art en ébénisterie. J'ai été confrontée à la question de la fonction et j'avais des objectifs peut-être plus rêveurs. En tout cas, je voulais mettre les idées dans la matière et d'où mon orientation aux Beaux-Arts de Paris, où je suis rentrée du coup en 2013. J'ai été diplômée de l'école Boulle en 2011 et je suis rentrée aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Patrick Tosani, à la suite de ce diplôme à l'école Boulle. Donc un peu un changement radical, parce que passer du bois et de l'ébénisterie à la photographie, c'est pas évident. Alors, je crois que j'avais vraiment définitivement beaucoup plus ma place aux Beaux-Arts et qu'il a fallu un petit temps, on va dire, de mise à distance justement de cette formation pour mieux y revenir peut-être et mieux intégrer finalement tous les acquis et la technique que m'a offerte cette première formation. Et donc, tu as eu plusieurs résidences, on va y revenir plus tard, au Brésil, en Chine, en Corée et ailleurs, je pense. Et tu travailles depuis quelques années au Houloc. Alors, dis-moi juste quelques mots sur le Houloc que beaucoup de gens d'entre nous connaissent, on y allait souvent, mais il y en a peut-être qui ne sont pas au courant de quoi il s'agit. Alors oui, le Houloc, c'est un atelier partagé qui est situé à Aubervilliers. C'est un ancien espace industriel de 500 mètres carrés. Nous sommes actuellement 18 artistes à travailler dans ce lieu. Nous avons intégré le lieu en 2016. Après un an de recherche, on était au départ 10 et l'idée c'était de créer notre propre outil pour pouvoir travailler. Des 10, on avait tous des pratiques extrêmement différentes et c'est sur cette différence que l'on s'est retrouvés, de pouvoir finalement être complémentaires et apporter chacun ses savoir-faire et ses recherches. On avait aussi besoin d'un espace d'échange entre nous. Et en trouvant cet espace qui était peut-être bien plus grand que ce que l'on avait imaginé au départ, mais dont on s'est emparé, on est passé de 10 à 17 et on est actuellement 18 membres. Oui. C'est un lieu où dès le départ on avait l'idée d'espace commun pour mutualiser au maximum et aussi pour le mettre au service de notre travail. Donc on a un espace d'exposition qui nous permet à la fois de regarder nos œuvres. C'est un espace vide dans lequel on peut faire nos productions quand on a des grosses productions à réaliser. On a également un espace de construction
un espace de finition pour la photographie et les éditions, un espace de bureautique et très, très bientôt un espace plus dédié à l'édition avec une presse à gravure qui devrait arriver très vite à l'atelier et intégrer la nouvelle mezzanine qui a été construite cet hiver. Voilà, on va bientôt pouvoir découvrir, je pense. Vous êtes certainement déjà en train de préparer une autre exposition avec un nouveau curateur, parce qu'à chaque fois que vous faites appel à des curateurs indépendants pour concevoir vos expositions qui sont toujours extrêmement intéressantes. Alors, comment tu définirais ton travail en 3 mots? Alors, en 3 mots, c'est une excellente question. Il y a un esprit minimal, c'est revenir peut-être à l'essence de la matière pour pouvoir mieux la redévelopper les formes. Il y a un regard sur la construction, qui est aussi une métaphore de la construction de la société dans laquelle on évolue. Donc un regard vers le passé, le présent et le futur. Et puis il y a une notion de rencontre avec l'œuvre, avec une échelle qui est souvent celle du corps, mais qui est également celle de la main. Très bien, c'était parfait, c'était en 3 phrases. Ça sera 3 mots, mais 3 mots développés. Donc maintenant, je vais passer aux œuvres. Donc pour ça, je vais partager l'écran. On va juste attendre 2 secondes. Voilà, et on va dans le vif du sujet avec le multiple que tu as réalisé pour Artaïs, qui est en quelque sorte un condensé de tes préoccupations. Tout à fait, oui. Oui, c'est vraiment mettre dans les mains de celui qui le manipule les outils même de la construction, les formes élémentaires, donc le cercle, le carré et le triangle, et les matériaux typiques de l'architecture, le bois, le métal et le béton. Donc dans cette manipulation, il y a aussi l'idée de déployer une réflexion à travers la main, en fait. Et je vais faire défiler d'autres travaux qui tiennent dans la main. Justement, là, c'est uniquement du fer à béton, mais que tu telle une magicienne, tu as assemblé dans des formes différentes. Voilà, alors ici, c'est donc d'autres formes élémentaires. La particularité de cet objet, c'est qu'il est réalisé en impression 3D. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'assemblage, il n'y a pas de coupure ni de soudure. L'objet les chaînons sont assemblés à la construction même de l'œuvre, ce qui, je pense, participe à la poésie de ces formes. Et l'autre jeu, c'est que effectivement, ça ressemble à du fer à béton. C'est comme ça que je l'ai dessiné. Du coup, on a cette surprise lorsque l'on le saisit, où ce n'est pas du métal, mais donc c'est une résine, donc c'est beaucoup plus léger et ça appelle instinctivement à la manipulation, un petit peu comme un trombone sur le bord du bureau. Et on retrouve finalement cet instinct de retrouver des équilibres et des motifs à travers ces formes simples. Et donc là, on passe à un autre objet qui assemble 3 matériaux différents. Tout à fait. Donc on a le bois, le métal et un fil de coton qui permet de montrer l'unité de cette forme, de souligner peut-être un petit peu au départ sa régularité, mais justement c'est ce jeu d'équilibre et de déséquilibre dans les finesses de la réalisation qui font souvent le caractère de mon travail. C'est aussi les clés de cette œuvre. Elle est également dans le titre qui est avec une petite pointe d'ironie un petit peu compliquée, quelque part de manière volontaire. Il s'agit de racines carrées de l'objet X de type moulin à eau, moulin à vent, turbine. Dans racine carrée, on a le carré que l'on retrouve dans la forme, et la racine carrée, c'est également la division. L'image d'une division encore possible. Et le X, c'est exactement l'inverse finalement, c'est la possibilité d'un déploiement.
dans le mathématique, c'est une sorte d'ouverture maximale. Et après, il y a cette précision qui arrive, et donc c'est un petit peu le mécanisme que moi je retrouve dans les formes simples. Lorsque je parle du moulin à eau, du moulin à vent ou de la turbine, ce sont des objets techniques qui sont de l'ordre de ce X, un petit peu cette base, ce X qui est basé sur son centre et qui appelle comme ça à la rotation. Et donc les éléments en métal en quinconce dans l'esprit annoncent déjà cette rotation, font penser au reflet de l'eau, appellent à ce mouvement qui est typique du vent. Et dans les détails, on a également la coupe aux extrémités du X qui va être à 40 degrés, pas à 45, qui du coup amène à nouveau ce déséquilibre dans cette forme et enclenche un mouvement. J'ai un problème de défilement. Et voilà donc un autre petit objet avec double face. C'est ça. Face nuit et face jour. C'est une autre manière finalement d'amener dans le petit un petit peu l'immensité. Ce qui m'intéressait, c'était de représenter donc, ce cercle qui devient instinctivement une sphère par le système d'origami. Donc c'est un objet qui se démonte et qui était pour moi une matérialisation des réflexions que j'avais sur le yin-yang après mon voyage en Chine. Voilà. Et puis là, on passe à une plus grande échelle, mais toujours avec des formes très géométriques, mais maintenant disposées dans l'espace, et plus précisément là, dans l'espace du LOC, qu'on verra après en vidéo. Alors oui, cette œuvre, elle s'appelle Home Sweet Home, toujours avec ce brin d'ironie. L'idée, c'était d'amener deux mouvements contraires à travers un archétype, deux archétypes d'ailleurs, celui de la maison et celui de la flèche. Donc on retrouve les 4 points cardinaux et en même temps on lit comme l'ouverture d'une maison origami. Oui, c'est une mise à plat d'une maison finalement. Comment ? C'est une mise à plat d'une maison, d'un plan. C'est ça, et qui appelle du coup peut-être à la découverte ou en tout cas à d'autres horizons. Je vais accélérer un peu parce qu'on a pris du retard. Donc là, c'est une petite vidéo, une déambulation dans l'espace du LOC où tu as montré plusieurs de tes objets. On voit donc le Home Sweet Home. Tu peux parler dessus, hein? Ouais. Bah, du coup, là, oui, effectivement, c'était l'installation que j'avais faite dans notre salle d'exposition. Et donc, on voit à travers finalement ces formes assez minimales, des connexions qui se font, toujours des directions qui sont indiquées d'une certaine manière, des ouvertures qui sont faites dans le mur. Et voilà, et on retrouve la figure du pavillon, qui est une autre manière de créer des ouvertures dans l'espace. Et donc là, c'est un autre objet que je montre tout de suite. Je le montre ouvert et fermé. Ah, top. Oui, alors c'est Sphère. Du coup, c'est quasiment une expérience appliquée, on va dire. Ça part du cercle et de la croix qui ont tous les deux cette force dans leur point central un petit peu d'origine. Et l'idée, c'était d'en trouver et d'en développer tout le caractère à travers la matière et le matériau. Donc, la pierre va venir souligner donc cette boule, cette sphère qui reste comme enfermée en son centre et les bois, le bois et donc les bâtons viennent tendre la forme et on a tout de suite la sensation comme ça de la possibilité d'une rotation ou d'un mouvement. On peut penser à des objets tels que des objets techniques pour broyer par exemple le grain ou des objets plus cosmiques. On peut penser à une planète. Et donc, c'est toute cette ouverture de la forme sur laquelle l'imaginaire va s'appuyer
et tous les détails qui vont donner ces indices. Alors, tu assembles souvent plusieurs matériaux qui sont presque antinomiques ou complémentaires. Et là, c'est une installation, en fait, murale, mais en 3 dimensions. Oui, l'idée, c'était presque d'ouvrir un espace dans ce mur, finalement. C'était pour moi une manière de représenter mon rapport à la photographie par un dispositif sculptural où du coup le métal apporte son reflet face au bois. Et donc cette porte en bois qui est complètement construite et qui va être en porte-à-faux et soutenue par cet entrelac. Qui vient former un signe, une croix qui va être le dessin qui va soutenir la matière. Et donc, on voit également qu'il y a différentes échelles du regard qui viennent s'appliquer sur cet objet, qui implique également l'acuité de celui qui va le regarder pour le découvrir, notamment sur la tranche de la plaque de bois. On va pouvoir se rendre compte de tous les assemblages qui sont sous-jacents dans cet objet, qui permettent de le maintenir, avec au centre du coup une languette qui permet d'inverser les assemblages et d'amener une forme d'énergie, on va dire, qui se déploie comme ça de part et d'autre. Et ce qui m'intéressait, c'est que dans ce reflet, finalement, le métal, c'est donc de l'aluminium qui est également utilisé dans la photographie comme support. Donc là, la photographie est absente, mais la netteté va se faire exactement au point le moins atteignable, c'est-à-dire au plus proche de la jonction de ces deux matériaux. Donc finalement, cet espace réel et son reflet devient complètement net à partir du moment où on l'atteint le moins. Excuse-moi de te couper, il faut vraiment avancer parce que... Pardon, ouais. Non, mais il faut quand même ajouter que c'est toi-même qui fabriques toutes tes sculptures. Tu ne les donnes pas à fabriquer à des artisans ou d'autres main-d'œuvre, c'est toi-même qui les fabriques. Oui, c'est moi qui réalise mes œuvres. Là, excuse-moi, je vais passer un peu vite. Là, on va tout de suite passer au Brésil, où tu as fait une résidence et où tu as fait une expérience de sculpture autoportante, mais qui finalement ne s'est pas vraiment portée. C'est tout à fait ça. L'idée, c'était quasiment une expérience vouée à l'échec. Une ligne de 7 mètres, construite à partir de ces briques qui sont typiques du Brésil et que l'on retrouve évidemment à Rio. Et d'essayer de tendre la ligne vers la ligne d'horizon en l'appuyant contre le mur, tout en sachant qu'elle allait casser, mais à savoir à quel endroit, je ne le savais pas sans en faire l'expérience. Et donc, j'avais une journée pour réaliser cette expérience. Et donc, à chaque brisure, cela provoquait du coup, pour moi, l'obligation de reprendre finalement les éléments et de revenir retrouver une composition, un équilibre dans l'espace et un équilibre sur l'intention de désigner l'horizon. Bon, allez, on va faire un grand bond en avant, cher Amao, pour aller à Pékin, où tu as présenté cette exposition aussi à la suite d'une résidence. Oui, c'était donc j'ai reçu le prix Shuba en 2018. J'ai donc passé 3 mois à Pékin dans la Maison des Arts de Pékin. Et donc ici, on voit une vue de l'exposition finale où c'était le principe d'une installation où on déambulait et où les pans de tissu cachaient plus ou moins certaines parties de... J'avais oublié un zoom, alors je viens de le mettre, mais j'ai coupé le son parce que... et donc l'œuvre que il va falloir que j'écoute ça. T'es dit, je peux te rappeler dans 20 minutes? Ou sinon, je t'appelle. Oui, je te rappelle, ça ne te dérange pas, hein? Coupez votre Ok, à tout à l'heure, pardon, hein, j'avais oublié un zoom. Bon. Donc l'œuvre que l'on voit à gauche, c'est une œuvre en bronze que j'ai réalisée sur place. Il s'agissait
de reprendre un élément extrêmement, un contenant, vraiment l'élément le plus originel dans la fonction. Dans sa fonction, et donc qui a une base carrée. Dans la philosophie traditionnelle chinoise, le carré représente la terre, le cercle représente le ciel, et les trous qui percent la paroi du coup de ce contenant donnent l'idée d'un flux qui passe à travers et qui vient se refléter sur le sol. Dans la philosophie traditionnelle chinoise, il y a le qi, qui est ce souffle qui vient unir et créer des équilibres. Et donc ici, c'était aussi une manière de parler de ce flux dans cet élément qui rappelle des éléments cosmiques. Alors ici, il s'agit de Chaos de particules, donc, qui est une autre œuvre que j'ai réalisée à Pékin. C'est une rêverie sur l'origine de la matière, où j'essayais de m'imaginer, de me représenter le moment où la matière aurait commencé à se constituer, donc dans ce chaos de particules. Il s'agit du coup d'un nuage que j'ai créé au spray sur du papier de riz. Et de la mine graphite, qui rappelle aussi l'élément conducteur de l'électricité. Et ces panneaux deviennent quasiment des vitraux avec les lumières qui viennent révéler les formes par derrière. Et maintenant, on retourne à Paris pour ta première exposition personnelle à la galerie Premier Regard. Tu as créé une grande installation avec différents éléments. Oui, il s'agit de l'exposition Jardin d'hiver, miroir d'essence. Le principe de base était d'amener l'extérieur à l'intérieur et de créer un espace un petit peu dystopique dans la galerie, où le spectateur finalement perd aussi perd un petit peu ses repères en passant dans ce désert noir pour arriver au centre de la galerie qui est dans la lumière, avec ces dalles qui elles-mêmes viennent se perdre un petit peu dans ces dunes. Et donc dans l'espace central, il y a cette pièce qui s'appelle Orphée, dont le principe était de matérialiser l'idée de se voir dans l'autre et se reconnaître soi-même. Il y a donc un miroir sans teint qui reflète les deux structures qui se regardent, et on ne sait jamais si on regarde la structure d'en face ou son reflet. Et ça, c'est une autre installation aussi parisienne, où on retrouve finalement le prisme, mais sans la plaque. C'est ça, c'est une forme qui m'a énormément fascinée, qui pour moi représente un passage et soit une augmentation, soit une précision. Ça représente, c'est toute cette typologie de forme qui va être du haut-parleur à l'objectif même de l'appareil photo. Et donc ici, c'est une installation que j'ai réalisée rue du Marché Popincourt, dans un immeuble qui appartient à la Fondation Rothschild et que j'ai démarché pour la spécificité de cet espace. Je m'intéressais et je m'intéresse d'ailleurs toujours aux espaces interstitiels dans la ville, qui sont des lieux a priori vides, mais peut-être disponibles. Et donc sur 10 jours, j'ai créé cette installation qui est un déploiement entre le cercle et le carré, qui viennent se matérialiser de manière différente dans la matière. Voilà. Et maintenant, on repasse en Asie, plus précisément en Corée, où on retrouve ton travail photographique, mais aussi ton intérêt pour l'architecture, et notamment l'architecture moderniste, pour ne pas dire du Bauhaus. Oui, effectivement, c'était du coup une résidence de 3 mois dans la ville de Daejeon, qui est dans le centre de la Corée du Sud. Et j'étais assez fascinée par
par cette culture qui a la spécificité on parle souvent de la famille des Coréens parce que ce sont des gens qui sont extrêmement solidaires, mais également il y a une frontière entre le privé et le public, une pression sociale qui va être extrêmement forte et qui m'a interrogée. Donc je me suis emparée des vitres qui sont des fenêtres qui sont caractéristiques de l'architecture du Bauhaus pour créer des labyrinthes en fait et des volumes. Pour interroger comme ça cet espace du dedans et de l'extérieur et le regard que l'extérieur porte sur l'intérieur également. Et c'est aussi en Corée que tu as réalisé cette vidéo, donc on va la passer. Il y a aussi un son. Je ne sais pas si vous entendez le son, c'est des oiseaux. Et on a l'impression de regarder un dessin dans la nature, alors que c'est une construction. Alors oui, c'est tout à fait, c'est complètement une construction. En réalité, ce film est en boucle. Donc on voit le chemin défiler à l'infini et puis ces perspectives s'ouvrir comme ça dans le champ. Et pour moi, il y a eu l'envie de synthétiser au sein de la vidéo deux notions du temps. Celle que j'ai rencontrée en Asie, qui est basée sur les saisons et la nature, donc des cycles et un certain retrait de l'individu dans ce tout qui revient. Et la perception plus européenne, c'est un petit peu caricatural, mais je ne peux pas beaucoup plus développer, qui est beaucoup plus sur la flèche du temps et qui donne finalement ce rapport à la perspective et au point de fuite. Et donc le bruit le chant des oiseaux qui vient se poser dessus donne à nouveau une troisième temporalité sur ces deux axes de lecture. Et donc là, on revient à Paris et en plus au musée du Louvre où tu as participé à une exposition qui était organisée par quelques professeurs des Beaux-Arts, je crois, non? Oui, tout à fait. Ici, on aperçoit la photographie qui s'appelle Le Phénix, toi qui regardes, donc qui fait face à la mosaïque du Phénix qui date du 5e siècle. Et tout le jeu était de confronter une situation contemporaine à cette mosaïque, donc le phénix étant le symbole de la Renaissance. On a sur la mosaïque une frise de béliers qui se confrontent et le jeu de la photographie amène à nouveau une confrontation. Il s'agit donc de mettre en miroir l'image pour ouvrir une perspective et puis ce panneau de chantier qui reprend tout à coup la forme de ce phénix. Ici, on est dans la friche industrielle de Saint-Gobain, donc à Aubervilliers. On s'aperçoit que la palissade reforme elle-même une frise, un motif décoratif, et que dans le fond, la lumière révèle un bâtiment tertiaire, alors que la friche sur le devant se délite. On reste dans la photographie qui est une part importante de ton travail avec un diptyque, enfin un autre diptyque. Souvent tu travailles en diptyque d'ailleurs, avec des photos que tu as prises à l'Arsenal de Venise. Oui, alors c'est des portes et tout le jeu se situe sur le palier quelque part. Donc les deux photos sont absolument identiques, mais par un réflexe de compréhension. On essaye instinctivement de trouver la différence entre ces deux images. Et donc on crée ce rapport entre les deux et on rejoue le principe même de la porte, qui est cet espace entre. Et également à Venise, ça c'est une photo que j'adore. Mais qui est travaillé, hein, c'est pas du réel, c'est presque du virtuel. C'est une photo que tu as prise au pavillon hollandais.
Oui, à Venise, donc on retrouve l'architecture un peu internationale où du coup c'est la matière qui vient indiquer l'espace, qui le structure. Et ça a été le déclencheur pour moi de la photographie. Et donc, je viens rematérialiser cet espace avec 3 dimensions qui viennent du coup aussi reparler de cette origine et des directions possibles. Et un peu le même genre de travail avec cette photo-là qui est cette fois-ci prise à Avignon, à Villeneuve-les-Avignon. Oui, c'est la chapelle de l'Oratoire où j'étais absolument impressionnée par la technique de construction qui avait été déployée dans un endroit de cette petite chapelle qui n'était vraiment pas mise en valeur, complètement dans la pénombre. Et donc, le premier réflexe a été pour moi d'aller redessiner ce dessin formé par les pierres, mais donc qui sont en voûte. Et d'en faire finalement une affiche pour que ce signe soit comme un appel à la fois montrer cette discrétion et toute l'agilité de ce savoir-faire. Et donc ici, elles sont déployées en 4, tantôt collées directement au mur, tantôt pliées, avec cette idée comme ça que pour regarder le réel, il faut souvent le déplier voilà, et le regarder. Et dans la même chapelle, cette fois-ci, ce n'est pas une photo trafiquée, travaillée, c'est du réel. Là. Alors ici, oui, ce qui m'a interpellée, c'était l'usure de la pierre dans cette rosace qui était du coup au sol. Et pour la révéler, j'ai simplement fait un passage en noir et blanc sur la dalle la plus usée qui était au centre. Et tout d'un coup, il y a une autre dimension qui est apparue sur l'image, qui faisait écho finalement à cette usure et à la patine du temps. C'est quand même travaillé, tu n'as pas pris tel quel, enfin, c'est pas la réalité. Hein. Tu as rehaussé la réalité. En fait, c'est cette idée de pouvoir amener le regard aussi dessus. C'est cet élément qui m'a attirée, donc comment le révéler de la manière la plus simple possible, mais en faisant le geste juste qui permet d'en comprendre l'intuition qui était là au départ. Bon, on est très en retard, donc là, je voudrais que tu me racontes vraiment en 3 phrases, pas en 3 mots, en 3 phrases, le projet à bord que tu as réalisé, que tu es toujours en train de réaliser avec Samy Trabelsi. Alors, à bord, c'est l'idée d'une traversée fluviale entre nos 2 ateliers, donc le mien à Aubervilliers, celui de Samy qui est à Évry, sur un bateau sculpture qui est fait en matériaux du bâtiment afin de solliciter les entreprises qui sont en train de transformer le Grand Paris. Et c'est pour nous un prétexte pour interroger ce territoire, interroger les transports, mais également de le regarder puisque durant cette traversée, en tant que photographe, nous prendrons des photos sur tout notre parcours, marquant du coup cet instant T, et le bateau devient notre outil de captation pour filmer et pouvoir réaliser un film d'auteur. Donc, c'est un projet au long cours, enfin, c'est devenu un projet au long cours parce qu'il devait finalement être réalisé en 2019, il me semble, ou 2020 ou plus tard. Et puis là, tout est retardé à cause du Covid. Et donc, vous espérez le réaliser quand ? Alors du coup, le Covid, effectivement, nous a amené à vraiment repousser notre calendrier pour 2023. Ce qui représente également l'arrivée des JO à Paris, et donc qui est un moment
extrêmement fort qui va se voir matérialiser la plupart des transformations prévues sur le territoire. La raison des décalages de calendrier vient également des nombreux partenaires que nous sollicitons pour ce projet, qui en fait à la fois toute sa qualité et toute sa difficulté. Notre envie, c'était vraiment de rassembler autour de ces objets. Et cela demande beaucoup de mise en rapport qui sont parfois un petit peu longues à établir. Voilà, bah, c'est le moment de parler justement de tes projets futurs ou même très, très présents. Actuellement, qui devrait réouvrir très bientôt, j'ai une exposition à la Chartreuse Les Avignons avec Guillaume Barborini, Agathe Rosa et Alexandre Cateau, qui devrait durer jusqu'au 1er mai si tout va bien. J'ai également une exposition collective prévue à la galerie ETC cet été autour de multiples, et je prépare actuellement une exposition personnelle au fort d'Aubervilliers qui sera composée d'une installation extérieure et d'un espace de la casemate de 120 mètres carrés que j'investis du coup au mois de mai et juin prochain. Et je crois que tu nous as apporté quelques croquis pour qu'on puisse avoir une petite idée de ce qu'on va voir au fort d'Aubervilliers. Des petits croquis qui sont en fait de grands panneaux. Oui, parce que j'ai l'habitude de dessiner sur des grandes feuilles. On voit ici l'installation extérieure qui est composée d'un trépied central dont le pendule est constitué d'une pierre du site même du fort d'Aubervilliers. Et à ses côtés, on retrouve le principe des 4 directions avec des porte-drapeaux qui viennent du coup indiquer l'extérieur par rapport à la forme du pendule. Bon, très bien. Ben, merci beaucoup, Flavie. Maintenant, je fais appel aux participants de poser des questions sur les projets, sur le travail, sur tout. Bah, écoute, je vais peut-être commencer. Flavie, d'abord, un grand merci pour ce joli voyage que tu nous as permis d'effectuer. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur tes résidences en Asie. Ouais. Donc, tu as été à Pékin et en Corée. J'ai l'impression que ces résidences ont été importantes pour toi et j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu de l'incidence sur l'évolution de ton travail. Alors, je pense qu'elle a été à plusieurs niveaux. Ça a été un moment où j'étais absolument fascinée par les philosophies traditionnelles. Je pense que je l'ai évoqué plusieurs fois à travers les œuvres que j'ai réalisées là-bas, mais notamment il y a ce qu'on appelle les 5 éléments qui sont constitués du métal, de la terre, du bois, du feu. Et la civilisation chinoise s'attache davantage au passage et au mouvement que aux éléments mêmes. Et ça a été pour moi une rencontre qui a été extrêmement intégrée dans mes dernières œuvres. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question. Donc, tu as une pratique, évidemment, des matériaux, bien sûr, on a tous compris, le rapport à la forme, mais tu as également une pratique de l'image. Et je voulais savoir comment s'organiser et s'articuler, en fait, ces deux pratiques. Est-ce que les images précèdent le travail de la forme, des matériaux, ou est-ce que ça se fait en même temps? Est-ce que ce sont deux choses complètement différentes? Comment tu articules tout ça? Alors, j'ai souvent l'habitude de dire que mon travail est vraiment basé par l'expérience même de la photographie. Pour moi, c'est la déambulation urbaine et la rencontre avec l'espace construit qui a été vraiment l'envie ensuite de pouvoir reproduire finalement cette rencontre au sein de l'espace d'exposition et de l'installation. Ensuite, dans la production de mes images et la production de mes formes, il y a
des allers-retours constants et c'est souvent difficile de déterminer où commence l'un et où s'arrête l'autre, puisque quand je commence à travailler une forme, je vais avoir tendance à la voir dans l'espace réel et donc elle va intégrer finalement le paysage de mon regard et de ma photographie et inversement. Et c'est là où il y a souvent des beaux passages qui se font dans l'espace même d'exposition, c'est qu'on se rend compte que les éléments circulent. Moi j'avais une question aussi. Excuse-moi, j'ai raté le début de ta présentation. Je ne pouvais pas être là avant 19h15. Peut-être que tu as présenté ça au début. C'est ta motivation pour la géométrie. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a on va dire, bon, j'ai une formation mathématique, et il y a des symétries dans ton travail. Je vois partout la notion de symétrie, que ce soit de la symétrie droite ou symétrie par points, mais de la symétrie, enfin dans ce que j'ai vu, dans ce qui a été présenté. Et je voulais comprendre un petit peu pourquoi cette motivation, quel était ton background et qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers cela. Peut-être c'est une question un petit peu difficile, je ne sais pas, à moins que tu en aies parlé au début. Alors la symétrie, il y a peut-être plusieurs axes. Je pense que, par exemple, en ce moment, je suis beaucoup sur ces notions de reflet et de miroir, mais justement, on retrouve ce regard sur le réel à travers la photographie. La photographie étant un miroir en soi. Et donc, ces aspects de double sont, je pense, très liés à cela. Dans toutes les géométries, il y a la notion d'équilibre et c'est quelque chose à la fois avec lequel j'aime jouer et en même temps que j'apprécie déconstruire en incluant toujours tout d'un coup un angle qui va déstabiliser l'ensemble d'une structure que je vais mettre en place. Donc pour moi, c'est vraiment de l'ordre du jeu et de la fascination, de ces belles fascinations qui est d'arriver à retrouver des points de connexion dans des formes. On part assez régulièrement, par l'utilisation de ces formes géométriques, on m'amène sur le terrain de l'hermétisme. Et c'est quelque chose sur lequel je prends plutôt de la distance, puisque justement par la formation à l'école Boulle, c'était quelque chose qui était extrêmement présent. Et que dans la volonté de peut-être de ne pas être sur des sentiers battus, je ne passe jamais par des calculs dans mes proportions, mais je fais des maquettes et je me confronte directement au volume et à la matière. À travers tes projets à bord et celui du Fort d'Aubervilliers, est-ce que tu peux nous parler de ton vécu ou de tes surprises sur le rapport avec les institutions politiques, administratives et la préservation de l'essence même du projet? Ouais. Alors, je me suis attachée avec le projet à bord et puis en fait, dans chaque installation que j'ai réalisée, que ce soit dans l'espace urbain, avec théorème à niveau, à trouver toujours la forme la plus cohérente. Et ça, c'est la partie invisible du travail. Mais pour moi, elle est essentielle. C'est-à-dire que, par exemple, théorème à niveau ne durait que 10 jours, en estimant que c'était un espace disponible, que j'investissais pour faire naître l'imagination dans ce lieu, mais que je ne m'appropriais pas. Donc, je voulais donner une impulsion. Ici, au Fort d'Aubervilliers, c'est une friche urbaine qui est située du coup au pied de la future station métro du Grand Paris Express, donc qui est la station Fort d'Aubervilliers, donc qui est donc devenu un espace d'attrait, qui a un gros programme immobilier qui est en train de se faire. Et donc cette friche qui ressemble à un grand terrain vague est finalement extrêmement active. Et ça, c'est toujours la surprise de la friche, de l'espace disponible, c'est qu'en réalité, il y a des activités, il y a des entreprises qui travaillent sur place et j'ai voulu travailler avec ces entreprises.
pour la réalisation de l'œuvre. Donc là, on est dans la part invisible, effectivement. Il y a toute la pensée du travail qui est amenée au regard, et puis de se poser la question comment je réalise mon travail et avec quels moyens. Donc, je sollicite pour la réalisation de ces œuvres le menuisier et l'entreprise de Bpro, qui sont du coup sur le site du FOR, mais également Grand Paris Aménagement, qui est l'opérateur qui organise les travaux. Car dans la casemate, je vais amener une partie des graviers qui sont extraites du site, donc un rapport direct entre la matière, sa transformation et l'amener dans l'espace d'exposition. Et ces sollicitations sont toujours extrêmement complexes parce qu'il y a des historiques et que la proposition que j'amène avec l'œuvre a pour intention de créer du lien, mais aussi révèle les points de tension. Et donc, c'est à cet endroit-là aussi où moi je me situe, à toujours replacer l'œuvre au centre pour que ça devienne le point de rencontre. Énergivore, j'imagine. Et c'est énergivore aussi. Oui, Flavie, j'ai moi aussi, Mathieu, une question à te poser. Écoute, c'est sur ton univers géométrique. Est-ce que ces formes géométriques, tu les trouves dans la nature? Je ne sais pas, comme Galilée qui disait que le livre La nature est écrit en langage mathématique, ou est-ce que c'est plutôt un monde idéal que tu essaies d'imprimer comme ça dans le réel, quoi? Alors, voilà. Ces formes, où existent-elles? Apparemment, c'est pas. Oui, voilà. J'étais fascinée par la pensée de Roger Caillois, qui, du coup, donne l'idée qu'il y a un nombre fini de signes qui sont contenus finalement dans la nature et que l'homme ne fait que copier, s'en emparer et ne fait que des déclinaisons. Cette pensée m'a extrêmement troublée parce que du coup ça signifie que l'imaginaire n'est pas infini, que la boîte d'outils est finalement cadrée, et en même temps ça a été pour moi une autre manière tout d'un coup de regarder les formes. Et c'est ainsi que j'ai commencé à rechercher une sorte de base et de générique dans toutes les productions architecturales d'objets qui m'entouraient. Et c'est devenu, c'est comme ça que c'est devenu un petit peu aussi ma palette en cherchant l'origine. Merci, merci. Donc, autant des projections aussi que des choses que tu trouves dans la matière, parce que surtout dans ton contact avec l'Asie, où tu retrouves le carré, l'X. Alors, c'est ce qui dans la pièce versant, je parle du carré et du cercle. Donc, le carré qui représente la Terre dans la philosophie traditionnelle, oui. Le cercle qui va représenter le ciel. Quand on regarde ces mêmes formes, le carré représente l'homme en Europe et le cercle représente le divin. On est sur des appréhensions qui sont pas tout à fait sur le même plan et qui pourtant se chevauchent. En tout cas, c'est par cette toute petite différence d'interprétation que l'on peut commencer à sentir la culture, je pense, et le déploiement d'une culture dans ses spécificités et dans son caractère propre, en fait. Merci. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une référence à la musique? Parce que quelquefois, on peut lire ça comme des partitions musicales. Tu as des formes comme le triangle qui pourrait évoquer aussi l'instrument en fait, de musique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle ou pas forcément? Oui. En réalité, dans la déambulation urbaine, il y a cet effet de répétition, d'une sorte de musicalité justement, de l'image, que j'ai un certain attrait pour la percussion également. Je travaille la plupart du temps avec la taille, donc je coupe. Il y a tout ce rapport de confrontation qui pour moi est très proche et qui fait comme ça des échos et qui effectivement a aussi une part musicale
dont je parle peu, mais qui est effectivement présente.